Bonjour et bienvenue sur le plateau de l'Insoumission. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Rachel Keke pour parler de son ouvrage « Cette rage dans mon cœur, les combats d'une députée pas comme les autres », paru chez Michel Lafon en 2024. Bonjour Rachel et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, merci aussi pour l'invitation. Le premier article de l'Insoumission te concernant remonte à la Convention de la France Insoumise pour les législatives en 2022. Nombreux sont les insoumis à se souvenir de ce moment. Toi, assise, le micro à la main, et il y a toute la salle qui se lève, comme un seul homme, jusqu'à la scène, au moment où tu prononces ces paroles puissantes. C'est nous les essentiels, c'est nous qui faisons la France. Et je pense que nous avons tous eu un frisson quand tu achèves avec ces mots. Il est temps qu'à l'Assemblée nationale, nos métiers soient visibles, pas invisibles. Franchement, c'était pendant le mois de notre niche parlementaire. Je viens voir parce qu'il y a eu deux séances où j'avais pris la parole. Il y avait la réforme de la retraite où j'avais dit aussi, vous n'avez pas le droit de mettre en genoux ceux qui tiennent la France debout. Et là aussi, où j'avais pris aussi la parole sur qui a déjà touché 800 euros, 900 euros, 1000 euros, personne. Parce que je ne pouvais pas comprendre qu'à l'Assemblée nationale où on vote les lois, et que pendant la niche parlementaire de la France insoumise, où on demande qu'il faut augmenter le salaire quand même, le SMIC à 1500 euros, et les députés d'enfants de la droite, l'extrême droite refusaient en fait. Ils parlaient de primes. Sachant bien que ce n'est pas tous les patrons qui donnent des primes. Hein. Ce n'est pas tous les patrons. Mais quand même, si on vote une loi où on peut augmenter le SMIC à 1500 euros, je pense que ça peut aider même les salariés, surtout les métiers essentiels qui commencent de 400 euros à 800 à 700 euros. Donc, quand je voyais vraiment que la gauche, avec tout ce débat, non, les primes, non, ça ne peut pas être possible, mais je me suis dit, non, mais les gens ici sont déconnectés ou quoi, ou bien ils n'ont jamais touché 800 euros. C'est là où j'ai pris la parole, j'ai dit, dans l'hémicycle, qui a déjà touché 800 euros, 900 euros, 1000 euros, personne. Je n'ai pas dit par mois, je n'ai pas dit par jour, parce que c'est qu'il y a des gens qui mangent par jour 800 euros, mais par mois. Personne. Donc voilà, c'était un moment fort parce que fallait que ça sorte de moi. Parce que moi, j'ai commencé avec 400 euros et voir que ne pas voter à l'Assemblée nationale pour augmenter le SMIC à 1500 euros, c'était quand même déplorable. À l'Insoumission, on a vraiment dévoré ton livre. C'est passionnant, c'est très prenant. Vers la fin, tu as cette belle phrase. Il est important de le comprendre. Avant d'être politisé, les gens ne le sont pas. Et c'est comme ça que nous proposons de lire ton livre, comme l'histoire de ta politisation. Tu commences ton livre sur l'histoire de ton grand-père, qui a combattu pour libérer la France lors de la Seconde Guerre mondiale, et ton enfance en Côte d'Ivoire avant de venir en France. Et ce qu'on a vu comme la première expérience de politisation, c'est quand tu écris aussi, la veille de mon départ à Paris, je suis simplement grisé à l'idée de retourner chez moi. Douce France, cher pays de mes rêves. Mes tantes me confortent dans cette idée. Rachel, n'oublie jamais que tu es chez toi en France. Tu n'as pas besoin de demander l'autorisation. Ton grand-père a combattu. Si aujourd'hui la France est libre, c'est grâce à qui, hein? La question ne m'effleure même pas, mais la réalité ne tardera pas à me rattraper. En attendant, je crois mes tantes sur parole. Comme mon grand-père, dont j'ai la photo dans la poche, elles m'ont toujours dit que la France, c'était chez nous. Pourquoi aurais-je besoin d'une autorisation pour rentrer chez moi? Quand est-ce que tu as pris conscience du décalage entre ces paroles qui t'ont nourri et la manière dont tu es perçu en arrivant en France? Mais moi, j'apprends l'histoire de mon grand-père. Je l'ai vu quand même petit, mais son histoire, mes tantes m'expliquent l'histoire de mon grand-père, qui sont venus le chercher de force en Côte d'Ivoire. On les appelait des tirailleurs sénégalais. Or, mon grand-père, ce n'est pas un Sénégalais. Mon grand-père, c'est un Ivoirien. Il est né à Tiéba, dans un village qu'on appelle Tiéba, à Divo. Donc, quand je venais, mes tantes me disaient, mais ton grand-père, il a combattu. Il a combattu pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il est à Bordeaux, puis il est à Pau. Donc, où tu vas, c'est chez toi. C'est vrai que la France n'a pas reconnu le combat que ton grand-père a fait, mais c'est chez toi, tu vas chez toi, sois fier. Et moi, je venais avec une fierté pour dire, je viens chez moi. Mais quand je suis arrivé, je comprends maintenant que je n'étais pas chez moi parce qu'on m'a expulsé avec mes enfants. Et pour être régularisé, c'était tout un problème. J'avais toutes ces souffrances. Je voyais la police qui venait me transporter avec mes enfants. Dans cette douleur, je pleurais, mes enfants pleuraient. Et là, je me suis dit, est-ce que ce que mes tantes m'ont dit, est-ce que c'est vrai en fait? Je me suis posé toute cette question-là. Maintenant, mon enfance en Côte d'Ivoire n'a pas été facile. Comme je dis, j'avais 12 ans quand ma mère est décédée. Et c'est moi qui m'occupais de mes petits frères et de mes soeurs. Il faut se lever le matin, il faut aller faire les courses, il faut venir, il faut faire manger. Et en classe de CM2 que j'avais, étant une petite fille de 12 ans, j'avais toute cette charge-là sur moi. Je me suis dit, arrivé un moment,
je ne peux plus. Je disais à mon père, je ne peux plus continuer les études. Moi, j'ai envie de m'arrêter pour pouvoir m'occuper de mes petits frères. Et sachez qu'après le décès de ma mère, même pour manger, c'était dur parce que mon père qui était receveur de bus, cette société, on appelle la Sotra. Ici, c'est la RATP, mais là-bas, on dit la Sotra. Il était receveur de bus qui n'avait pas assez de moyens. Donc, ça faisait qu'on mangeait du 1er au 5. Mais après, pour manger, on faisait comment? C'était tout un problème, c'était toute une difficulté. Souvent, on pouvait manger le pain racisé qui restait pendant une semaine, où les femmes vendaient, on partait acheter 25 francs plus la viande de graisse qu'on mettait dans le pain pour pouvoir manger, ou bien on prenait de l'eau, où on mettait plein de sucre dedans. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, on dit le café baouli. Et on trempait le pain dedans pour manger. Donc, moi, mon histoire n'a pas été vraiment facile. Ça n'a pas été facile. Donc, bon, voilà. Dans ton livre, c'est donc beaucoup une histoire de rejet en arrivant en France. Quelle place a eu le combat antiraciste dans ta politisation? Mais moi, le antiraciste que j'avais vécu une fois, c'était à l'hôtel où un jour, je suis allé frapper à la porte d'un client où j'ai frappé 3 fois pour dire je viens faire la chambre et que le client me dit pourquoi je le dérange. J'ai dit mais monsieur, il est midi et que je dois faire la chambre, vous devez libérer la chambre. Et il me dit sale nègre. Et là, je dis, je n'avais jamais entendu ça parce qu'en Côte d'Ivoire, oui, tu peux voir les Français, les Blancs et tout, mais il n'y a pas ça, c'est l'union, on vit ensemble. Mais attendre ce mot sale blanc, c'était quand même fort. Et là, aujourd'hui, je compte avec le nouveau gouvernement. Je fais une petite parenthèse où je vois le ministre de l'Intérieur qui parle de l'immigration n'est pas une chance, comment on appelle ça? L'immigration n'est pas une chance pour la France. Mais moi, je lui dis si, parce que quand on partait chercher, je reviens un peu dessus, quand on partait chercher mon grand-père et d'autres grands-pères pour venir combattre ici, à l'époque, c'était une chance. C'était une chance. Et quand je pense aujourd'hui aussi, les ébouilleurs, les aides à domicile, les nounous qui gardent les enfants pour que les familles partent aller travailler, tous ces métiers essentiels, pénibles, mal payés, exploités, maltraités, esclavagisés. Et là, au lieu de dire merci à ces personnes, mais c'est de sortir le mot pour dire l'immigration n'est pas une chance pour la France. Si l'immigration est une chance pour la France, parce que ses amis, les grands patrons, comme je peux dire, le groupe Accor, font des milliards de bénéfices sur le dos de ces immigrés qui travaillent, surtout des femmes et des hommes qui travaillent dans les hôtels. Parce que moi, à l'époque, le groupe Accor, l'année passée, ils ont fait 42 millions, pas millions, 42 milliards de bénéfices l'année dernière sur le dos des travailleurs immigrés qui travaillent dans les hôtels. Donc, quand c'est ça, l'immigration, c'est une chance. Et quand ça va de l'autre côté pour les régulariser, pour pouvoir nettoyer la France, ou bien quand les gens veulent venir pour ne pas les accueillir, on dit que ce n'est pas une chance pour la France. C'est quand même déploré. Et ça, c'est du racisme, en fait. L'un des passages les plus durs de ton livre, tu en as déjà parlé, c'est le moment de l'expulsion du squat à Vitry-sur-Seine. Grâce à ton engagement auprès du DAL, l'Association pour le droit au logement, toi et tes enfants, vous échappez vraiment de justesse à la rue et vous vous retrouvez dans un hôtel social à Choisy-le-Roi. Et juste après ce moment-là, tu t'inscris à la chorale et tu écris « Le chant est mon exutoire, tous les dimanches, répétition. Mon engagement dans la chorale et le simple fait de chanter me redonne du courage pour la semaine, assez pour me battre et avancer avec l'aide de l'assistante sociale. » Quelle place va prendre le chant dans la lutte, en plus d'être un exutoire qui te permet de reprendre de la force? Quel rôle ça va tenir dans la lutte de 22 mois que tu vas mener, notamment à l'hôtel Ibis Batignolles? Mais moi, le chant, c'est très important dans une lutte. C'est très important. Les gens, ils ne comprennent pas parce que souvent, quand on manifeste, on voit par exemple les rosiers danser, les gens disent, mais pourquoi une lutte, on danse? On danse parce que ça donne de la force. Danser, ça te libère. C'est-à-dire, pendant notre grève à l'hôtel Ibis les Batignolles, on était quand même en plein hiver. Quand on était devant le piquet devant l'hôtel, devant le piquet des grèves, c'était en plein hiver. Souvent, il pleuvait, il y avait la neige. Et si on est assis, on va avoir plus froid. Mais qu'est-ce qu'on avait deviné de faire? On avait demandé au syndicat, qui était à l'époque la CGTHPE, de nous envoyer des appareils pour pouvoir jouer de la musique. Et on prenait notre portable, il y avait un fil qu'on branchait, on mettait toutes sortes de musiques, les Johnny Hallyday, les Zouglou, on mettait toutes sortes, et on dansait. Et quand on dansait, c'est-à-dire le groupe Accor en face se disait, mais ces femmes-là, est-ce qu'elles sont fatiguées en fait? Parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi, malgré toute cette souffrance qu'ils nous faisaient, comment est-ce qu'on pouvait tenir en dansant, en rigolant, en mangeant. C'était comme si c'était une fête quand on arrivait.
On ne montrait pas, parce que ça permet de ne pas montrer au patron qu'on était fatigué moralement pour qu'il puisse se moquer de nous. Donc la danse, le chant, c'est un piquet de grève dans une manifestation, mais ça donne la force, ça donne la clarté, la joie. Et voilà, de danser, d'être fort encore pour pouvoir lutter. Donc c'est important de danser. Il ne faut pas que les gens vont penser que quand tu danses, tu t'amuses. Non, au contraire. C'est pour pouvoir reprendre la force pour pouvoir continuer ta lutte. Donc dans ce combat, il y a une large part, on vient d'en parler, hein, de la parole, de la voix, mais ce livre, c'est aussi une œuvre littéraire avec des moments vraiment des vraies pièces de littérature qui m'ont marqué. Par exemple, celui-là, après des années à cavaler, à courir après la survie, à chercher la possibilité d'un avenir, on s'arrête d'un seul coup pour s'ancrer dans le présent. Essayez pour de vrai de courir très vite, très longtemps, et arrêtez-vous brusquement. Vous allez perdre l'équilibre, vous aurez le vertige et l'envie de vomir. C'est à peu près ce que l'on ressent quand on trouve enfin un logement stable et durable. On en éprouve cette espèce de vertige. Au fil des jours, des semaines, des mois, on va s'alourdir avec des meubles, de la vaisselle, différents équipements. Et puis, plusieurs chambres sont à notre disposition, un salon nous est offert. Avant, on s'entassait joyeusement dans la même pièce, avec 1 ou 2 gros sacs qui contenaient nos vies. Quand est-ce que tu as décidé d'entreprendre ce travail d'écriture et pourquoi c'était important pour toi d'écrire ce livre? Mais à l'époque, je n'avais pas l'idée d'écrire mon histoire et tout. Quand on a gagné la grève et que le GIA de la France Insoumise s'approchait de moi, déjà d'abord Éric Coquerel s'approchait de moi pour pouvoir, à l'époque, faire la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Et après, malheureusement, quand Jean-Luc Mélenchon n'a pas gagné et que le GIA de Cheville-la-Rue m'a proposé d'être candidate aux législatives, j'avais trouvé ça, je me suis dit, bah, est-ce que moi je pouvais être député? Il m'a dit oui, qu'avec la lutte que vous avez gagnée, je pense que tu peux nous représenter à l'Assemblée nationale. Et après la campagne, quand j'ai gagné, bah, tout de suite, je ne croyais pas en fait. Je me suis dit, il faut tout de suite que j'écris un livre, il faut que j'écris mon histoire pour que les gens qui me lisent puissent prendre l'exemple pour dire, dans la vie, tout est possible et tout peut y arriver. Et c'est comme ça, il y a un auditeur qui est rentré en contact avec moi pour me dire, j'ai suivi à la télévision, là où tu as pris la parole sur qui a déjà touché 800 €, ça nous a tellement donné des frissons que je me suis dit, ouais, il fallait que je rentre en contact avec la députée pour pouvoir écrire un livre avec elle. Qui a déjà touché 800 €? Qui a déjà touché 900 €, 1000 €? Personne. Personne. C'est pour ça que vous, pas moi, je ne vous ai pas dit par jour, par mois. Qui a déjà touché 800 €, 900 € par mois? Personne. Vous savez vous savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez une augmentation des salaires, vous parlez. Vous n'avez rien à faire ici. Et quand l'auditeur est rentré en contact avec moi, bah, tout de suite, j'ai accepté. Et voilà, c'est comme ça que j'ai écrit ce livre, « Cette rage dans mon cœur, une députée pas comme les autres ». Donc on va rentrer vraiment dans le vif, la plus grande partie de ton livre décrit la lutte donc, de 22 mois que tu as menée à l'Ibis-Batignolles, une lutte sociale dans laquelle tu entres par le syndicalisme. Puis une grève dans laquelle tu n'es pas syndicaliste, tu n'es pas délégué syndical, puisque la CGT Propreté t'a révoqué de ton mandat juste avant la grève, mais avec tes collègues femmes de chambre et tout le personnel en grève de l'hôtel Ibis, vous êtes accompagnés par Claude et Tiziri de la CGT Hôtel Prestige et Économie, la CGT HPE, qui vont vous accompagner jusqu'à la victoire sur, je cite, 99% de nos revendications. À la fête de l'Humanité, tu as fait une séance de dédicace et tu as une nouvelle fois invité les gens qui étaient là, qui venaient pour la séance de dédicace, à se syndiquer. Tu as vraiment passé du temps à les convaincre que c'était important. Est-ce que tu peux nous parler de l'engagement syndical? Quelles sont les forces et les faiblesses des syndicats aujourd'hui? Mais moi, j'ai toujours dit, parce que pendant notre grève, c'est vrai que le rôle du syndicat pour accompagner les grévistes, c'est très important. Pourquoi? Parce que le syndicat vous apprend vos droits. Parce qu'il y a certains d'entre nous, on ne connaît pas nos droits exactement dans le travail. Mais quand vous voulez se mettre en grève, il faut passer par le syndicat pour vous apprendre vos droits et pour aussi amener les patrons au prud'homme devant les tribunaux. Donc, le rôle du syndicat, c'est très important. Mais quand il n'y a pas de syndicat fort, parce que nous, à l'époque, je le dis, pendant notre grève, on était à la CGT Propreté. Et la CGT Propreté, où on voyait toutes ces souffrances qu'on subissait au sein de l'hôtel Ibis-les-Batignolles et que la CGT Propreté
Propriété ne faisait rien. La CGT Propriété ne faisait... La preuve, quand on s'est mis en grève, la CGT Propriété est venue casser notre grève. Ils sont venus casser. On était 34, ils ont pris sur le champ 10 femmes. On est resté 24. Après, ils ont essayé d'appeler le mari de certaines femmes chez eux à la maison pour pouvoir reprendre le travail. Donc, on a fini cette grève à 20. Donc, comme je dis, les syndicats qui sont forts, c'est parce que s'il n'y a pas de syndicat fort, le patron, c'est-à-dire, par exemple, la sous-traitance, comme je peux dire, mais il maltraite les salariés, en fait. Donc, la faiblesse du syndicat, c'est de ne pas être faible devant le patron. Parce que la CGT Propriété, comme je dis, STN envoyait même des femmes de ménage pour aller nettoyer leur bureau. Ça, c'est une faiblesse. Est-ce que si le salarié est maltraité, est-ce qu'ils pourront dire un mot devant le patron? Non, ils ne pourront pas dire un mot. Mais les syndicats forts, comme par exemple Tizéré, Claude Lévy, la CGTHP, ce sont des syndicats qui tiennent tête au patron, qui disent au patron, non, c'est soit tu donnes la prime de nourriture ou rien, ou on continue la grève. Donc cette force que le syndicat il a, je pense que tous les syndicats doivent être comme ça. Si tous les syndicats sont forts, même tenir tête, même les grands syndicats devant l'État, mais il faut que les syndicats ont une force de dire à l'État, par exemple, non, soit vous nous donnez ça, ou bien soit on bloque tout. Parce que le syndicat a une force, si elle n'est pas faible. Elle a une force et elle peut faire plier. Parce que nous, on a fait plier quand même le groupe Accor après 22 mois. Pourquoi? Parce qu'on avait eu un syndicat fort. S'il y avait la CGT Propriété, je ne pensais pas que pendant 22 mois, on allait gagner cette grève-là. Peut-être ça n'allait même pas faire 22 mois. Parce que quand ils sont venus, ils ont commencé à essayer de négocier pour dire non, mais on va vous donner ça, arrêter la grève. Mais avec la CGTHP, ils ont dit non. Soit c'est 7,30 € de prime de nourriture ou 5,30 € ou rien. Et là, pendant la négociation qu'on a vue, le syndicat, c'est-à-dire Tiziri, elle regardait mot pour mot, lettre par lettre, ligne par ligne, les accords qu'on signait pour voir si ça allait dans ce qu'on demandait. Et quand ils ont vu que, quand ils écrivaient un truc, ça n'allait pas, elle disait non, ça ne va pas, il faut rectifier, ça c'est comme ça. Et c'est comme ça à la fin qu'on a signé. C'est eux-mêmes, le syndicat même, qui a fait que le groupe Accor a finalement cédé, mais avec nous, notre force aussi. Avec notre force. Du fait même qu'on avait dit au syndicat que les femmes de chambre étaient des enfants, on nous infantilisait en fait. Pour dire on est des enfants, on ne connaît rien, c'est le syndicat qui nous manipule, jusqu'à ce que d'autres syndicats combattent les syndicats qui nous accompagnaient. Donc ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Dans la lutte, ça, c'est un problème. Donc moi, je dis les syndicats qui ne peuvent pas vraiment aider les salariés qui sont exploités, mais ce n'est pas la peine de faire ce jeu-là parce que ça tue beaucoup de vies. Dans ton livre, tu en as parlé, juste après cette grève, c'est presque une suite logique de t'engager à la France Insoumise. Ouais. Il y a ce passage-là. Je me rappelle un jour de marche, nous passons devant le tribunal de Paris, porte de Clichy, dans le 17e arrondissement de Paris. Soudain, Éric Coquerel sort sa carte Ibis, dont il est un client fidèle au Batignolles. Il attrape une paire de ciseaux et coupe cette carte de fidélité en deux. Divorce. À cet instant, je mesure la force des symboles et je prends conscience des enjeux politiques. Militer dans des syndicats ne suffit plus. Le combat des femmes de chambre de l'hôtel Ibis était emblématique des luttes sociales, mais il faut agir de manière plus globale. Notre cause symbolise une souffrance beaucoup plus large, la déshumanisation. Et notre victoire est un signe d'espoir pour tous ceux qui sont malmenés. Et puis, comme une grande partie des insoumis et des insoumises qui vont nous regarder, ton engagement à la France Insoumise, dans ton livre, tu le racontes, ça commence par une réunion un soir après le travail, une réunion du groupe d'action. Est-ce que tu peux nous raconter cette réunion que beaucoup des gens qui vont regarder ont connue, cette première entrée dans le groupe? Comment ça s'est passé pour toi? Mais après, pendant notre grève, il y avait les élus de la France Insoumise qui venaient, Éric Coquerel, il y avait Daniel Obono qui venait vraiment nous soutenir. Il y avait Laurence Cohen aussi qui venait nous soutenir. Et moi, j'ai vu parmi plein de partis politiques qu'il y a en France, il y avait que des gens de la France Insoumise. Laurence Cohen, je pense qu'elle n'est pas de la France Insoumise, mais qui venaient aussi. Mais je me suis dit, après cette victoire, je vais m'adhérer à la France Insoumise. Et ça m'a donné un tic d'aimer ce parti-là. Parce que c'est un parti politique qui défend, qui vont sur les piquets de grève, qui parle des plus démunis, en fait. Des gens qui sont la voix des sans-voix dans l'Assemblée nationale. J'ai commencé à suivre le mouvement de la France Insoumise et tout. Donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et c'est comme ça que j'ai tout fait pour rentrer en contact avec le président du GA de la France Insoumise de Cheville-la-Rue. Donc, un soir, il y avait la réunion et c'est comme ça qu'il est rentré en contact avec moi pour me dire il faut que je vienne
à La Réunion. Et c'est comme ça que j'ai été à La Réunion. Et comme on avait gagné la lutte à La Réunion, tout le monde m'a vu. Ils étaient contents de me voir et tout. Donc, c'est parti comme ça. C'est comme Comment ça ça que s'est c'est passé parti. cette soirée? Tu te souviens de l'accueil L'accueil était très bien, l'accueil était très bon parce que quand ils m'ont vu, ah, mais Rachel, qu'est-ce qu'on a vu, c'est vous qui avez gagné la grève de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Ah, mais bravo. Franchement, l'accueil était très bon. L'accueil était très bon. Et tu te souviens de quoi vous aviez parlé à cette réunion? On a parlé des élections législatives, on a parlé aussi qui venaient, on a aussi parlé des élections présidentielles, comment il fallait s'organiser, comment il fallait faire, comment il fallait coller les affiches, comment il fallait faire du porte-à-porte. Et voilà, on avait parlé de tous ces sujets-là. Une réunion de GA classique, en fait. Classique, bien, et puis bon, voilà, et puis après, derrière, à la fin, on prend un petit pot, on mange, on rigole, et puis bon, voilà. Une question maintenant sur un sujet assez brûlant dans l'actualité. Dans tout ton récit, sur ton travail de femme de chambre, en toile de fond, il y a la question des violences sexistes et sexuelles. Notamment, il nous a semblé qu'un des derniers éléments déclencheurs juste avant la grève, c'est le viol d'une de tes collègues ça passe un palier dans la conflictualité à ce moment-là. En ce moment, il y a le procès Mazan qui se déroule avec 51 hommes qui sont accusés d'avoir violé Gisèle Pelicot. C'est le procès du patriarcat et de la culture du viol. Quelles avancées on peut espérer de ce procès? Et aussi, éventuellement, est-ce que tu as des idées, des moyens pour lutter contre cette culture du viol? Mais moi, je pense que, oui, c'est vrai que le viol est arrivé à l'hôtel Ibis à d'une ancienne collègue à l'hôtel Ibis Les Batignolles. Les viols dans le service du travail pour les femmes, ça arrive, hein, c'est pas du mensonge. Mais aujourd'hui, quand les femmes viennent dénoncer pour dire qu'il y a eu un viol, elles sont tout de suite critiquées, elles sont tous mal vues. C'est comme si elles montaient ou bien si elles inventaient des choses. Donc, moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, dans le programme, je pense qu'en 2022 de la France Insoumise, la France Insoumise avait demandé qu'on donnait 1 milliard, je crois, d'euros sur la table pour pouvoir aider ces femmes-là. Et à l'Assemblée nationale, l'extrême droite et la droite ont refusé de voter cette proposition de loi. Bon, aujourd'hui, quand je les vois semblant de défendre les femmes qui sont victimes de violences, en réalité, pourquoi ne pas voter une loi où on peut mettre un budget sur la table pour pouvoir protéger ces femmes-là? Ils peuvent le faire. Mais moi, aujourd'hui, je lance un appel pour dire à toutes ces femmes qui subissent des violences et des viols dans leur travail, à la maison, il faut dénoncer. Il ne faut pas avoir peur. Et quand elles vont à la police pour porter plainte, il faut que la police les prenne pour pouvoir accepter leur plainte qu'elles viennent porter. Parce que souvent, d'autres se disent que les femmes, elles inventent, elles imaginent. Or, c'est faux. Souvent, c'est la réalité. Et c'est surtout la réalité. Donc, le procès de Gisèle Pelicot, c'est ça, son procès. Pour l'instant, je ne peux pas me prononcer dessus parce que le procès est en cours. Je pense que ça va prendre 4 mois ou 5 mois, je ne sais pas. Mais on verra ce qu'il va donner. On verra comment le procès va se dérouler et on verra la fin du procès. Mais j'appelle toutes les femmes pour dire, moi-même, j'ai été victime d'attouchement. Ils m'ont touché les seins à l'hôtel Ibis. Un client me l'a fait. Mais moi, je le dis, même si les gens me critiquent, je n'ai pas honte de le dire parce que j'ai été victime. Donc, toutes celles qui sont victimes de violences, c'est vrai, il y a d'autres qui ont des enfants qui ont honte, c'est vrai, mais il faut le dire. Il faut le dire pour que le gouvernement puisse trouver des solutions pour pouvoir protéger ces femmes-là. C'est très important. Est-ce que la personne dont tu parles, il y a eu un procès, la personne de ta collègue qui a été violée à l'Ibis Batignolles, il y a eu un procès après? Moi, je sais qu'on nous a auditionnés à la police, mais après un procès derrière, j'ai pas encore. Je pense que non. Pour l'instant, non. Ouais. Dernière question. Tu écris à la fin, certains médias ont un problème avec la réalité, qu'ils tordent dans un sens ou dans un autre, d'une manière qui ne me paraît jamais innocente. Les mêmes déforment vos propos d'une manière qui ne me paraît jamais innocente non plus. Comment est-ce que tu as pris conscience de ce système médiatique qui est tenu par 9 milliardaires, qui salit, qui déforme toutes les opinions dissidentes? Et comment on peut le détourner, selon toi, s'en servir à son avantage de ce système? Mais moi, déjà, les médias, quand on a commencé la grève, c'est-à-dire quand il y a la grève, déjà, comme ils ne viennent pas parler de la lutte souvent à la télévision. Nous, quand on a commencé la grève, il y avait France 3 qui a parlé une fois, ou France 2 qui a parlé une fois de notre grève.
ça s'est arrêté là. Je n'ai pas vu BFM, je n'ai pas vu TF1, je n'ai pas vu LCI, je n'ai pas vu tout ça. Mais une fois qu'on a gagné, on a vu tous les médias qui sont venus parler comment on appelle, de notre grève, de notre victoire. Ils sont venus parler de ça. Mais ce qui me choque, en fait, depuis que j'ai été élu et que je vois surtout à la France insoumise, bah, les médias, quand tu les regardes, c'est comme si... je me dis que est-ce qu'on les a pas payés pour déstabiliser, en fait, pour déstabiliser les gens, en fait, pour les taper dessus, pour les... Moi, j'ai vu, pour moi, l'histoire de la gendarmerie, où il y a certains médias de l'extrême droite qui disent que moi, je suis allé à la gendarmerie, je suis allé faire du scandale. C'est-à-dire, comment est-ce qu'ils arrivent à déformer ce mensonge? Et que comment est-ce que les gens arrivent à pouvoir comprendre? C'est-à-dire, le mensonge qui va vite, comment les gens arrivent tous à capter pour dire que c'est vrai, en fait? Comment est-ce qu'ils arrivent? Donc, moi, je pense qu'il faut faire beaucoup attention à ce que les médias disent avant d'analyser toutes sortes de ce qu'ils attendent, en fait. Il faut beaucoup faire attention. Parce que, aussi, ce que j'ai compris aussi pendant la campagne européenne, où on voyait les électeurs de l'extrême droite qui disent bah, « Je l'ai vu à la télévision, je l'ai vu, on n'est pas fou quand même, on est dit à la télévision. » Non, ce n'est pas parce qu'on dit à la télévision tout de suite qu'il faut croire. Pourquoi? Parce qu'on a un sixième sens, on a de l'esprit, on réfléchit, il faut analyser. Ce n'est pas parce que je regarde tout de suite que ce qu'on me dit, c'est la vérité. Parce que ces médias qui sont payés par les grands patrons, c'est fait pour manipuler les gens. C'est fait pour manipuler les gens, pour déstabiliser les gens. Et je vais faire une petite parenthèse où, par exemple, moi, j'avais vu où Jean-Luc Mélenchon a parlé du ministre des Affaires étrangères pour dire qu'il était ami à... ou bien il était dans le parti, je ne sais pas, ami à Benjamin Netanyahou. Et tout de suite, ils sont venus dire non, on a dit que Mélenchon a dit que c'est un juif. Ça n'a rien à voir. C'est faux. Voilà, c'est faux. C'est-à-dire il faut aussi que les gens qui suivent pas à la profondeur des choses pour comprendre. Parce que c'est bien bon de salir les gens, mais derrière, et après venir dire « Ah, d'accord, on ne savait pas. » Mais c'est déjà... Parce qu'une fois que ça rentre dans l'esprit, pour l'enlever, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Donc ça, c'est un problème pour nous. Et c'est un problème pour nous qui regardons, parce qu'eux, ils sont payés pour ça, ils vont toujours le faire. Et nous qui regardons, comment nous allons combattre ça? Mais c'est de faire attention. Soit je regarde, soit je ne regarde pas. Soit je regarde, soit il y a les informations, je cherche pour voir est-ce que ce qu'il dit, est-ce que c'est la vérité? Voilà. C'est aussi le rôle de l'insoumission, de dénoncer ces médias et de proposer un autre éclairage. Bah oui, mais heureusement qu'il y a des, comme je peux dire, il y a des bons et puis il y a des, voilà, il y a des non, ceux qui ne sont pas aussi bons. On n'est pas possédé par un milliardaire, ça, c'est sûr. Heureusement. Pour conclure et donner envie aux gens qui hésiteraient encore d'acheter ce super livre, je vais lire quelques mots de la préface. Ça commence ainsi. « J'en étais certain. Après avoir lu ce livre pour rédiger ces lignes, je déclare « Ce livre n'a pas besoin de ma préface. Vous ne serez pas la même personne après avoir lu Rachel. Les petits, les flous, les hésitants, les apeurés deviennent grands, forts, clairs. Ils se lèvent et se mettent à marcher d'un bon pas ferme. Finalement, je décrirai plutôt une préface comme un apéritif. Ici, il n'y en a pas besoin. La première ligne vous attrape la main et vous mène jusqu'à la dernière, au pas de course. Et ça se termine ainsi. Aussitôt, il va de soi qu'une femme noire, venue des quartiers, a le droit d'interpeller un ministre blanc, riche et méprisant, comme le sont la plupart des gouvernementaux. Aussitôt, il est évident de parler de la pauvreté pour dire qu'elle n'est ni normale, ni acceptable. Aussitôt, les petites et les petits vont dire « Quand je serai grand, je vais être Rachel Keke ». Et vous qui allez la lire, demandez-vous, peut-on vraiment être un homme ou une femme sans essayer d'être Rachel Keke? Jean-Luc Mélenchon. Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as lu cette préface? Mais déjà, quand l'auditeur rentre en contact avec moi pour faire le livre, tout de suite, je me suis dit, est-ce que je ne peux pas voir Jean-Luc Mélenchon pour faire la préface de mon livre? Et quand j'ai vu la préface, j'ai lu, ça m'a donné des frissons. Pour dire déjà, je le remercie de m'honorer. Parce que sa préface, vraiment, me honore, il faut le dire. Parce que Jean-Luc Mélenchon, c'est un grand homme. C'est un grand homme, comme je disais hier à une réunion du GIA, pour dire Jean-Luc Mélenchon, c'est
les gens ne comprennent pas qui il est en fait. Parce que Jean-Luc Mélenchon, quand il dit quelque chose, ça arrive. Parce que souvent, je vois sur les réseaux sociaux, on le met, ah, mais Jean-Luc Mélenchon, il avait dit. Mais il avait dit, les gens, comme ils ne le comprennent pas, parce qu'il y a des médias qui le tapent dessus, les gens pensent qu'il est mauvais. Mais Jean-Luc Mélenchon, il faut s'approcher de lui pour savoir que c'est un grand homme qui est humain, qui a le cœur sur la main, qui est vraiment humain et qui veut vraiment que le peuple qui souffre s'en sorte. Donc, si les gens ne le comprennent pas et que les gens écoutent les médias à longueur de journée pour dire « Non, mais Mélenchon, il n'est pas à sa place », c'est faux. Carrément, c'est faux. Parce que Mélenchon, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Je peux dire, c'est un père pour moi, c'est mon mentor. Voilà. Donc, qui est le vent et la tempête, c'est quelqu'un qui me tient beaucoup à cœur, que je respecte beaucoup. Pourquoi? C'est pour ça que je suis rentré à la France Insoumise, parce qu'il est beaucoup humain. Et la France Insoumise, comment je peux dire, les électeurs de la France Insoumise, ils sont dans les manifestations, ils sont là où il y a le peuple qui souffre, ils dénoncent, ils tapent, et les gens pensent que non, les gens crient trop. Pourquoi Non, parce que quand tu vois en face le gouvernement qui méprise, qui écrase ceux qui n'ont pas les moyens, mais quand on dénonce ça, mais c'est une bonne chose. Ou bien on se tait, on ne dit rien, mais le monde va aller comment en fait? Comment le monde va se retrouver si on ne dit rien? Mais au moins qu'il y a Jean-Luc Mélenchon qui est là pour leur dire stop. Pour leur dire stop. Parce que s'il n'est pas là, moi j'ai dit, pour finir, on dit en Côte d'Ivoire, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Le jour où Mélenchon ne sera plus là pour dire les choses, mais on verra comment ce pays sera. On verra. Beaucoup. Merci beaucoup Rachel d'avoir accepté notre invitation sur le plateau de l'Insoumission. Merci de nous avoir écoutés. Pour suivre tous les nouveaux entretiens, toutes les nouvelles vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de l'Insoumission et penser à activer la cloche pour être tenu au courant. Vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram et TikTok. Et bien sûr, nous vous invitons à vous rendre sur le site l'insoumission.fr pour découvrir tous nos articles. Merci beaucoup.